La première chose qu'on apprend sur la trahison, c'est qu'elle a une odeur. Pas celle d'un parfum bon marché, bien que ça en fasse partie, mais quelque chose de plus profond. Quelque chose qui s'insinue dans votre maison et s'y installe confortablement pendant que vous êtes trop occupé à faire confiance à votre femme pour le remarquer. Je m'appelle Drake Torrent, et je répare des bateaux pour gagner ma vie. 38 ans, les mains calleuses, et apparemment assez stupide pour croire que travailler tard signifiait vraiment travailler. Ma femme enchaînait les heures supplémentaires comme si elle visait le titre d'employé du siècle, 3 soirs par semaine, parfois 4. Toujours pleine d'excuses, toujours fatiguée quand elle se traînait à la maison en sentant l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre. Désolée, chérie, disait-elle en enlevant d'un coup de pied ses talons hors de prix dans notre entrée. Gros projet. Tu sais ce que c'est. Je savais ce que c'était. Enfin, c'est ce que je croyais. Je ne savais juste pas ce que c'était vraiment. La marina où je dirige mon entreprise de réparation de bateaux se dresse au bord de notre ville côtière comme un gardien usé par le temps. 30 emplacements, un atelier qui sent l'huile de moteur, la sueur honnête, et assez de travail pour occuper 3 hommes toute l'année. Mon contremaître, Mick, est avec moi depuis que j'ai lancé l'entreprise il y a 5 ans. Loyal comme un chien et 2 fois plus intelligent que la plupart des gens ne le pensent. Votre femme travaille encore tard, m'a demandé Mick ce mardi matin-là, en me regardant claquer ma boîte à outils plus fort que nécessaire. Apparemment, j'ai attrapé une clé à molette et je me suis acharné sur le moteur hors-bord devant moi. Urgence RH. Un truc très important. Mick a hoché la tête, mais ses yeux disaient ce que nous savions tous les deux. Les urgences RH n'arrivent pas à 21h un mardi. Elles arrivent à 9h un lundi, avec du café et des formulaires de plainte. C'est à ce moment-là que Madame Gley est apparue à la porte de l'atelier, telle une porteuse de vérité qui dérange. Bien avancée dans ses 80 ans, aussi affûtée qu'un hameçon et commandante non officielle de la surveillance du quartier, elle avait des informations et elle était impatiente de les partager. Drake, mon cher, a-t-elle appelé en traversant prudemment le quai. Puis-je vous dire un mot? Je me suis essuyé les mains sur un chiffon et je me suis approché. Madame Gley avait ce regard, celui qui signifiait que la journée de quelqu'un allait virer au cauchemar, et que ce ne serait probablement pas la sienne. Qu'est-ce qui vous préoccupe, Madame Gley? Eh bien, j'étais au Seaside, vous savez, pour leur déjeuner spécial senior, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la voiture de votre femme sur le parking. La clé à molette dans ma main m'a soudain paru plus lourde. Le Seaside? Oui, mon cher. Sa jolie Audi bleue, très reconnaissable. J'ai trouvé ça étrange, étant donné que l'auberge n'est nulle part près de son immeuble de bureau. Madame Gley avait le genre de mémoire capable de se souvenir de ce que vous portiez à l'église 3 dimanches auparavant et de l'heure exacte à laquelle votre camion poubelle était passé le mardi précédent. Si elle avait vu la voiture d'Ara au Seaside, c'est qu'elle y était. Peut-être qu'elle rencontrait un client, ai-je dit, mais les mots avaient un goût de sûr. Oh, certainement possible, a concédé Madame Gley, bien que son ton suggéra qu'elle trouvait cela à peu près aussi probable que de trouver une licorne dans son jardin. J'ai juste pensé que vous devriez savoir. Vous savez comment les gens parlent. Les gens parlaient, en effet, et Madame Gley était généralement la première à qui ils s'adressaient. Après son départ, je suis resté sur le quai, à regarder l'eau, les pièces s'emboîtant comme les composants d'un moteur que j'avais été trop distrait pour assembler correctement, les nuits tardives, le nouveau parfum, la façon dont elle avait commencé à poser son téléphone face contre table pendant le dîner, la manière dont elle se douchait immédiatement en rentrant, prétendant avoir besoin de se laver du stress du bureau. On dirait qu'on vient de t'annoncer que ton bateau coule, a observé Mick, apparaissant à côté de moi avec 2 tasses de café. Quelque chose comme ça. J'ai accepté le café avec gratitude. Dis-moi quelque chose, Mick. Si ta femme commençait à travailler tard 3 soirs par semaine et que tu découvrais qu'elle passait ses soirées dans un hôtel, qu'est-ce que tu penserais? Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un j'aime, commentez et activez les notifications pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Mick a réfléchi à la question avec le sérieux qu'il réservait habituellement au diagnostic des problèmes de moteur. Je penserais soit qu'elle me prépare une fête surprise, soit qu'elle s'apprête à me surprendre avec des papiers de divorce. Ce sont les options optimistes. Ouais. Bah, je suis d'un naturel joyeux. Il a siroté son café. Qu'est-ce que tu vas faire? C'était la question, n'est-ce pas?
Que fait-on quand on réalise que sa femme vous a nourri de mensonges comme de miettes de pain, vous menant sur un chemin que vous n'avez jamais voulu emprunter? J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de partage de localisation que nous avions installée après qu'Ara s'était inquiétée que je travaille seul à la marina. Pour la sécurité, avait-elle dit, comme ça, on sait toujours où est l'autre. L'ironie était assez tranchante pour couper du verre. Selon l'application, Ara était actuellement dans son immeuble de bureau au centre-ville. Il était 14h30, une heure parfaitement raisonnable pour qu'elle soit au travail. Mais les mots de Madame Gley résonnaient dans ma tête, et je me suis surpris à me demander combien d'autres explications parfaitement raisonnables j'avais avalées sans poser de questions. Je vais faire un tour en voiture, ai-je dit à Mick. Tu veux venir? Merci, mais c'est quelque chose que je dois voir par moi-même. Le trajet de la marina au centre-ville a pris 20 minutes dans un trafic qui avançait comme de la mélasse en janvier. 20 minutes pour penser à 5 ans de mariage, 3 ans de travail tardif, et une conversation avec une voisine à l'œil vif qui avait mis mon monde sens dessus-dessous. L'immeuble de bureau d'Ara était un monument de verre et d'acier à l'ambition corporative. Des lignes épurées et des surfaces réfléchissantes qui rendaient impossible de voir à l'intérieur. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai appelé son numéro. « Salut chérie », a-t-elle répondu après 3 sonneries, sa voix portant ce ton particulier de professionnalisme distrait qu'elle utilisait quand elle était très occupée. « Salut, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Comment se passe ta journée? Oh, tu sais, un rythme de folie. Je vais peut-être devoir travailler tard encore ce soir. On a un problème avec le dossier Henderson qui nécessite une attention immédiate. » Je surveillais l'entrée du parking de l'immeuble pendant qu'elle parlait. Aucune Audi bleue en vue. C'est dommage, ai-je dit. J'espérais qu'on pourrait dîner ensemble. J'aimerais bien, mais le devoir m'appelle. Tu comprends? Je comprenais beaucoup de choses. Bien sûr. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je dois te laisser, une réunion commence. La ligne est devenue silencieuse et je suis resté dans mon camion, à fixer l'immeuble où ma femme ne travaillait définitivement pas tard. L'application de localisation la montrait toujours là, ce qui signifiait soit que l'application se trompait, soit qu'Ara avait laissé son téléphone derrière elle. Étant donné à quel point elle était devenue attachée à cet appareil dernièrement, la deuxième option semblait peu probable. J'ai ouvert l'historique de l'application et j'ai remonté la semaine passée. Selon les données, Ara avait passé chacune de ses soirées de travail tardive au bureau. Mais si Madame Gley avait raison à propos d'hier, alors soit l'application mentait, soit ma femme était plus douée en technologie que je ne le pensais. Il y avait une troisième option, bien sûr. Peut-être que j'étais paranoïaque. Peut-être qu'il y avait une explication parfaitement innocente à tout cela, et que j'étais sur le point de me ridiculiser en chassant des ombres et des soupçons. Mais alors que j'étais assis là, à regarder l'immeuble de bureau qui ne contenait pas ma femme, la paranoïa me semblait la réponse la plus rationnelle que j'avais eue depuis des mois. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Ara. Je travaille vraiment tard ce soir. Ne m'attends pas, commande-toi quelque chose de bon pour le dîner. Je t'aime. Le message était suivi d'un emoji cœur, ce qui, d'une manière ou d'une autre, rendait la chose encore pire. Rien ne dit, je te mens en face, comme une ponctuation superflue. J'ai démarré le camion et suis rentré chez moi, mon esprit brassant les possibilités comme un moteur aux bougies encrassées. Au moment où je me suis garé dans notre allée, j'avais pris une décision qui aurait semblé impossible ce matin-là. J'allais découvrir exactement où ma femme passait ses heures supplémentaires. La maison semblait différente quand je suis entré. Plus grande, en quelque sorte, comme si les murs s'étaient déplacés pour accueillir tout l'espace que ces mensonges avaient creusé entre nous. J'ai pris une bière dans le réfrigérateur et je me suis assis à la table de la cuisine, fixant mon téléphone. L'application de localisation montrait toujours Ara à son bureau, mais Madame Gley avait vu sa voiture aussi side-in. Quelqu'un mentait, et j'étais presque sûr que ce n'était pas la femme de 80 ans à la mémoire photographique. J'ai fini ma bière et me suis fait un sandwich, mangeant machinalement tout en planifiant mon prochain coup. Si Ara devait travailler tard ce soir, je serais là pour voir exactement quel genre de travail elle faisait. Et si elle n'était pas au bureau, eh bien, alors nous aurions enfin quelque chose d'honnête à discuter. Le soleil se couchait quand j'ai fini de manger, peignant notre cuisine dans des tons d'orange et de rouge qui me rappelaient des drapeaux d'avertissement. J'ai verrouillé la maison et suis retourné en ville, suivant le même itinéraire que j'avais pris cet après-midi, mais avec une destination très différente en tête.
Le Seaside Inn se trouvait sur une falaise surplombant le port. Tout en bardeaux vieillis et en éclairage romantique, ce qui devait probablement paraître charmant dans les brochures. C'était le genre d'endroit où les gens allaient pour des dîners d'anniversaire et des demandes en mariage, pas pour des urgences RH et des sessions de travail nocturnes. Je me suis garé là où je pouvais voir l'entrée principale et je me suis installé pour attendre. L'application de localisation insistait toujours sur le fait qu'Ara était à son bureau, mais j'avais appris à ne pas faire confiance à cette source d'information particulière. À 19h45, une Audi bleue familière est entrée dans le parking de l'auberge. Ma femme en est sortie, portant une robe que je n'avais jamais vue auparavant. Quelque chose de noir et d'ajusté qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en une semaine. Elle a vérifié son reflet dans la vitre de la voiture, a lissé ses cheveux et s'est dirigée vers l'entrée de l'auberge avec l'assurance de quelqu'un qui sait exactement où elle va. Elle n'était pas seule. L'homme qui l'a accueillie à la porte était grand, bien habillé et complètement inconnu pour moi. Il l'a embrassée sur la joue en guise de salutation, sa main s'attardant sur sa taille d'une manière qui m'a noué l'estomac. Ils ont disparu à l'intérieur ensemble, me laissant assis dans mon camion avec le goût amer de la trahison sur la langue. J'ai attendu 5 minutes, puis je les ai suivis à l'intérieur. Le restaurant de l'auberge était faiblement éclairé et à moitié vide, le genre d'endroit où les conversations se déroulaient à voix basse et où personne ne prêtait attention aux affaires des autres. J'ai pris une table près du fond d'où je pouvais voir sans être vu, j'ai commandé un café dont je ne voulais pas, et j'ai regardé ma femme dîner avec un autre homme. Ils étaient assis près l'un de l'autre, penchés sur la table comme des conspirateurs partageant des secrets. Elle a ri à quelque chose qu'il a dit, touchant sa main dans un geste si intime que ma poitrine s'est serrée. Ce n'était pas une réunion d'affaires ou une rencontre fortuite. C'était un rendez-vous galant, avec des regards appuyés et un dessert partagé. J'ai pris des photos avec mon téléphone, documentant chaque moment de trahison avec la précision méthodique que je réservais habituellement aux réparations de moteurs. Des preuves, des faits, le genre de faits concrets qui ne pouvaient pas être expliqués par des discours sur des réunions tardives et des urgences liées au dossier Henderson. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Ara. Toujours coincé au bureau. Ça n'en finit pas. Ne m'attends pas, j'ai regardé ma femme de l'autre côté du restaurant, qui était en train de donner une bouchée de gâteau au chocolat à son compagnon, et j'ai répondu, pas de problème. J'espère que l'urgence au travail se résoudra bientôt. Elle a répondu immédiatement, tu es le meilleur. Je t'aime. J'ai rangé mon téléphone et laissé de l'argent pour le café que je n'avais pas touché. Dehors, l'air du soir semblait plus pur, comme si je sortais d'une pièce pleine de fumée et de mensonges pour entrer dans une obscurité honnête. Le trajet de retour m'a donné le temps de réfléchir, de digérer ce que j'avais vu et de décider de la suite. Au moment où je me suis garé dans notre allée, j'étais parvenu à une conclusion qui m'a surpris par sa clarté. Ce n'était pas la fin de mon mariage. C'était le début de quelque chose de complètement différent. J'avais passé 3 ans à être le mari compréhensif, le partenaire solidaire qui ne posait pas trop de questions quand sa femme travaillait tard. J'avais été patient, confiant, et totalement stupide. Mais j'en avais fini d'être stupide. J'allais tout découvrir. Qui il était, depuis combien de temps ça durait, qui d'autre était au courant. Et puis, j'allais m'assurer que toutes les personnes impliquées comprenaient exactement ce qui se passait quand on décidait de prendre Drake Torrent pour un imbécile. Certains appelleraient ça de la vengeance. Je préférais y voir un contrôle qualité. Après tout, j'étais dans le secteur de la réparation, et les mensonges de ma femme allaient avoir besoin d'un sérieux coup de neuf. Le sommeil n'est pas venu facilement cette nuit-là. J'étais allongé dans notre lit qui me semblait soudainement plus mon lit avec une occupante temporaire écoutant la respiration d'Ara et me demandant depuis combien de temps elle répétait cette performance particulière. Elle était rentrée à 23h30, pleine d'excuses et d'explications sur la crise Henderson qui l'avait retenue au bureau. Elle était douée, je devais le lui accorder, la juste dose d'épuisement, la note parfaite de frustration dans sa voix quand elle décrivait ses collègues impossibles et leurs exigences déraisonnables. Si je ne l'avais pas vu partager un gâteau au chocolat avec Monsieur Grand, ténébreux et séduisant, j'aurais peut-être eu pitié d'elle. Au lieu de cela, j'ai fait des bruits de sympathie et lui ai massé les épaules pendant qu'elle se plaignait de sa journée de travail fictive, archivant chaque mensonge pour référence future. Je pense chercher un nouveau travail, a-t-elle dit en se brossant les dents. Cet endroit consume ma vie. Fais ce que tu penses être le mieux, ai-je répondu, bien que ce que je pensais vraiment, c'est que son travail actuel semblait lui convenir parfaitement pour ses activités extrascolaires.
Elle s'est endormie en quelques minutes, blottie contre moi avec l'aisance naturelle de quelqu'un qui avait compartimenté sa conscience en morceaux gérables. J'ai fixé le plafond jusqu'à l'aube, planifiant mon prochain coup avec la patience méthodique que des années de diagnostic de problèmes de moteur m'avaient apprise. La première étape consistait à identifier tous les composants du système. Je connaissais l'homme mystérieux du Seaside Inn, mais ce n'était que le dommage visible. Je devais comprendre toute l'étendue du problème avant de pouvoir le réparer. Le lendemain matin, j'ai attendu qu'Ara parte pour son vrai travail avant de commencer mon enquête. Son ordinateur portable était sur le comptoir de la cuisine où elle le laissait toujours, protégé par un mot de passe, mais synchronisé avec son téléphone pour plus de commodité. Le même téléphone qui m'avait envoyé des textos affectueux pendant qu'elle donnait du gâteau à un autre homme. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ensuite, mais les temps désespérés appellent des solutions créatives. Ara avait toujours été négligente avec ses mots de passe, utilisant des variations du même thème pour tout, notre anniversaire de mariage, son anniversaire, le nom de son premier chat. Je les ai tous essayés jusqu'à ce que l'ordinateur portable s'ouvre comme une fleur révélant ses secrets. Ces emails étaient une mine d'or d'informations. Pas sur l'affaire où elle était trop intelligente pour laisser ce genre de preuves par écrit, mais sur la fiction élaborée qu'elle avait construite autour de son emploi du temps. Des invitations à des réunions qui n'existaient pas, des dates limites de projets qui étaient dans plusieurs semaines, des conférences téléphoniques prévues à des moments où elle n'était manifestement pas au bureau. Elle avait planifié cette tromperie avec le souci du détail d'une opération militaire. Mais la vraie révélation est venue de son historique de SMS, automatiquement synchronisé depuis son téléphone. Des mois de conversation avec ses amis, Marina et Jules, pleines de cette cruauté désinvolte que les femmes prennent parfois pour de l'amitié. Drake gobe toujours l'histoire des heures sup, avait texté Marina 2 semaines plus tôt. Comme un poisson à l'hameçon, avait répondu Ara. Il est tellement confiant que c'en est presque pathétique. Tu es terrible, avait répondu Jules, suivi d'une série d'émojis qui pleurent de rire. Mais Tristan en vaut la peine, non? Tristan. J'avais maintenant un nom à associer à ce visage. J'ai parcouru d'autres messages, reconstituant la chronologie de mon humiliation. L'affaire durait depuis 4 mois, ayant commencé comme un flirt désinvolte lors d'une conférence de travail et s'étant intensifié en rencontres régulières au Seaside Inn. Marina et Jules n'étaient pas seulement au courant, elles aidaient activement, fournissant des alibis et des couvertures chaque fois qu'Ara en avait besoin. Le pire n'était pas la trahison elle-même. C'était la façon désinvolte dont elles en discutaient, comme si j'étais une sorte de blague qu'elles partageaient autour d'un café, un problème à gérer plutôt qu'une personne à respecter. Mais le pire du pire est venu dans un message datant de 3 jours. Tu penses que Drake se doute de quelque chose, avait demandé Marina. S'il te plaît, avait répondu Ara. Le mépris dans ce message m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Pas seulement l'affaire, mais le rejet complet de qui j'étais en tant que personne. Dans son esprit, je n'étais pas un mari qui méritait l'honnêteté. J'étais un obstacle à contourner, un problème à résoudre avec des mensonges et de la désinformation. J'ai fermé l'ordinateur portable et suis resté assis dans ma cuisine, entouré des preuves de la trahison de ma femme et de ma propre cécité volontaire. La chose intelligente à faire aurait été de la confronter directement, peut-être de suggérer une thérapie de couple, d'essayer de sauver ce qui restait de notre relation. Mais je ne me sentais pas particulièrement intelligent. Je me sentais comme un homme qui avait été pris pour un imbécile par quelqu'un qui était censé l'aimer. Et ce sentiment exigeait un type de réponse différent. J'ai appelé Mick et lui ai dit que j'arriverais en retard à la marina. Puis je suis allé à la bibliothèque publique et j'ai utilisé leurs ordinateurs pour faire des recherches sur un certain Tristan Val, car j'avais appris son nom de famille sur les comptes de réseaux sociaux d'Ara, où elle avait pris soin de ne pas aimer ou commenter ses publications, mais n'avait pas pu résister à suivre ses activités. Tristan travaillait dans la vente de technologies pour une entreprise spécialisée dans les solutions de stockage cloud. 32 ans, divorcé, vivant dans un gratte-ciel du centre-ville qui coûtait probablement plus par mois que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Sa présence sur les réseaux sociaux criait le célibataire à succès, photos de restaurants chers, week-end dans la région viticole, le genre de style de vie qui plairait à une femme se sentant piégée dans la domesticité de banlieue. Il était tout ce que je n'étais pas. Poli, urbain, le genre d'homme qui portait des costumes au travail et savait quelle fourchette utiliser pour la salade. Je pouvais comprendre pourquoi Ara le trouvait séduisant. Ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi il voudrait s'impliquer avec une femme mariée, à moins qu'il ne soit du genre à apprécier le frisson de prendre quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre.
Au moment où je suis arrivé à la marina, j'avais un plan. Pas le plan complet, cela prendrait du temps à développer, mais la première phase de ce que je commençais à appeler l'opération retour à la réalité. On dirait un homme en mission, a observé Mick alors que j'entrais dans l'atelier. Quelque chose comme ça. J'ai attrapé ma boîte à outils et me suis mis au travail sur le moteur hors-bord que j'avais abandonné la veille. Dis-moi, qu'est-ce que tu connais aux réseaux sociaux? Assez pour savoir que ce sont surtout des gens qui mentent sur leur bonheur. Pourquoi? Juste curieux de savoir à quel point il serait difficile de trouver des informations sur quelqu'un en ligne. Mick m'a lancé un regard qui suggérait qu'il savait exactement pourquoi je demandais, mais il était trop bon ami pour insister sur des détails que je n'étais pas prêt à partager. Ça dépend de la personne, a-t-il dit. Certains mettent toute leur vie en ligne. D'autres sont plus prudents. Quel genre d'informations tu cherches? Où ils travaillent, où ils vivent, avec qui ils passent du temps, ce genre de choses. Assez facile s'ils ne font pas attention à leurs paramètres de confidentialité. La plupart des gens ne le font pas, il a interrompu son travail et m'a regardé directement. Drake, quoi qu'il se passe, tu sais que tu peux me parler, hein? Je sais, et je le ferai quand je serai prêt. Pour l'instant, j'essaie encore de comprendre exactement ce qui se passe. Ce n'était qu'à moitié vrai. Je savais ce qui se passait. Ma femme avait une liaison avec un vendeur de technologie nommé Tristan Val, aidé et encouragé par ses amis Marina et Jules. Ce que j'essayais vraiment de comprendre, c'était ce que j'allais faire à ce sujet. L'ancien Drake aurait confronté Ara directement, exigé des explications, et aurait probablement fini dans une sorte de thérapie de couple où nous aurions discuté de nos problèmes de communication tout en évitant soigneusement le fait central qu'elle me mentait depuis des mois. Mais l'ancien Drake opérait en partant du principe que sa femme était fondamentalement honnête, que leur mariage était construit sur une base de respect mutuel et de confiance. Le nouveau Drake, celui qui avait vu sa femme donner du gâteau à un autre homme tout en envoyant des textos affectueux à son mari, travaillait avec un ensemble d'hypothèses différents. Le nouveau Drake comprenait que certains problèmes ne pouvaient pas être résolus avec une communication honnête et de bonnes intentions. Certains problèmes nécessitaient une approche plus créative. J'ai passé le reste de la journée à travailler sur des moteurs et à penser à la justice. Pas le genre juridique. Les avocats spécialisés en divorce et les batailles pour la garde ne m'intéressaient pas. Je m'intéressais au genre de justice qui vient en s'assurant que toutes les personnes impliquées dans cette situation comprennent exactement ce qu'elles ont fait et ce que cela a coûté. Ara m'avait fait passer pour un imbécile. Elle avait enrôlé ses amis dans le projet, transformant mon mariage en divertissement pour leur rendez-vous café et leur soirée entre filles. Elle avait construit une structure élaborée de mensonges et de tromperies, tout en me faisant sentir coupable de travailler tard ou de passer les week-ends à la marina. Mais le truc avec les structures élaborées, c'est qu'elles ne sont aussi solides que leur composant le plus faible. Et j'étais sur le point de commencer à tester la capacité de charge de la fiction soigneusement construite de ma femme. Ce soir-là, j'ai attendu qu'Ara parte pour une autre réunion tardive, avant de mettre en œuvre la première phase de mon plan. Je savais qu'elle se dirigeait en réalité vers le Seaside Inn pour un autre dîner romantique avec Tristan, ce qui me donnait environ 3 heures pour agir. J'ai commencé par appeler les parents d'Ara. « Bonjour, Richard », ai-je dit quand son père a répondu. « C'est Drake. J'espère que je n'appelle pas trop tard. »« Pas du tout. Comment vas-tu, mon garçon ?» Richard avait toujours été bon avec moi, me traitant comme le fils qu'il n'avait jamais eu, plutôt que comme l'intrus prolétaire qui avait épousé sa fille ambitieuse. Cela allait rendre ce que je devais faire considérablement plus difficile. Je vais bien, merci. Écoutez, j'espérais que vous et Margaret seriez libres pour dîner ce week-end. Ara a tellement travaillé ces derniers temps, j'ai pensé que ce serait bien d'avoir un repas de famille ensemble. Ça semble merveilleux. Qu'est-ce que tu avais en tête? En fait, je pensais qu'on pourrait lui faire une surprise. Elle est tellement stressée avec ce gros projet au travail. Peut-être qu'on pourrait se pointer dans l'un de ses restaurants préférés. En faire une célébration spontanée quand elle sort du travail. Richard a immédiatement adhéré à l'idée. Elle adorerait ça. Où pensais-tu? Eh bien, elle ne tarit pas d'éloges sur le Seaside Inn ces derniers temps. Elle dit qu'ils ont le meilleur gâteau au chocolat de la ville. On pourrait peut-être la retrouver là-bas demain soir vers 20h. Je pourrais lui envoyer un texto pour lui dire que je fais des courses et lui suggérer de dîner là-bas après le travail. Ensuite, on pourrait la surprendre. Parfait. Margaret sera ravie.
Elle s'inquiétait qu'Ara travaille trop dur. Ouais, ai-je dit, regardant par la fenêtre l'allée vide où la voiture de ma femme aurait dû être. Moi aussi. Après avoir raccroché, je me suis assis dans ma cuisine et j'ai essayé de me sentir coupable de ce que je venais de mettre en branle. Richard et Margaret étaient de bonnes personnes qui aimaient leur fille et faisaient confiance à leur gendre. Ils ne méritaient pas d'être utilisés comme des armes dans la guerre qui était sur le point de commencer. Mais ensuite, j'ai pensé au texto, à la cruauté désinvolte de ses amis, au mois de mensonges et à la fiction élaborée qu'elle avait construite autour de son infidélité. J'ai pensé à la façon dont elle m'avait rendu complice de ma propre humiliation, me transformant en mari compréhensif qui ne posait jamais de questions embarrassantes. Certaines leçons ne peuvent être apprises qu'à la dure, et certains professeurs doivent apprendre ce qui se passe quand ils sous-estiment leurs élèves. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des restaurants, à la recherche du lieu parfait pour la réunion de famille de demain soir. Il fallait que ce soit un endroit assez public pour qu'Ara ne puisse pas faire de scène, mais assez intime pour que ses parents puissent voir exactement à quel genre de réunion de travail leur fille assistait. Le Seaside Inn était parfait. J'ai fait une réservation pour 4 personnes à 20 h, à peu près à l'heure où Ara rencontrait habituellement son petit ami pour leur dîner romantique. Puis j'ai envoyé un texto à ma femme. J'espère que ta réunion se passe bien ce soir. Je t'aime. Elle a répondu en quelques minutes. Merci, chérie. Ce sera probablement encore une soirée tardive. Ne m'attends pas. J'ai souri en lisant son message, l'imaginant le taper pendant que Tristan commandait du vin et lui disait à quel point elle était belle à la lueur des bougies. Demain soir, elle aurait la chance de partager cette beauté avec toute sa famille. Après tout, elle avait travaillé si dur ces derniers temps. Elle méritait une célébration. Le lendemain soir, je me tenais devant le miroir de ma salle de bain, ajustant ma cravate avec la précision méticuleuse d'un homme se préparant au combat. J'avais choisi ma meilleure chemise, celle, bleue, qu'Ara m'avait achetée pour mon anniversaire, et la cravate qu'elle m'avait offerte pour Noël. Si nous allions avoir un dîner de famille, je voulais avoir l'air d'un mari aimant. L'ironie ne m'échappait pas. J'avais passé la journée à la marina, travaillant avec une concentration inhabituelle tandis que Mick me lançait des regards inquiets et posait des questions prudentes auxquelles je n'étais pas prêt à répondre. À 18 h, j'étais aussi prêt que je le serais jamais pour ce qui allait suivre. Richard et Margaret étaient déjà au Seaside Inn quand je suis arrivé, assis au bar et semblant excités par leur dîner surprise avec leur fille. Margaret s'était mise sur son 31 pour l'occasion, une robe bleu marine et les perles que Richard lui avait offertes pour leur anniversaire. Ils ressemblaient à ce qu'ils étaient, de bonnes personnes qui aimaient leur famille et croyaient en la décence fondamentale du monde. J'étais sur le point de briser cette croyance, et cette pensée pesait comme une pierre dans mon estomac. Drake. Margaret se leva pour me serrer dans ses bras, son visage rayonnant d'anticipation. C'est une idée merveilleuse. Ara s'est épuisée au travail ces derniers temps. En effet, ai-je convenu, acceptant son étreinte et essayant de ne pas penser à ce que nous allions voir. Elle mérite quelque chose de spécial. Richard m'a serré la main avec la poigne ferme d'un homme qui avait passé 40 ans dans la construction avant de prendre sa retraite. As-tu eu de ses nouvelles? C'est elle que nous sommes là. Je lui ai envoyé un texto il y a environ 1 heure, lui suggérant de dîner ici après le travail. Elle ne devrait plus tarder. C'était vrai, d'une certaine manière. J'avais bien envoyé un texto à Ara, mais pas exactement ce que j'avais dit à ses parents. Mon message avait été plus simple, j'espère que ton dîner de travail se passe bien. On se voit à la maison plus tard. Elle avait répondu avec son mélange habituel d'affection et de tromperie, merci, bébé. Dîner client ennuyeux, mais c'est important pour le dossier Henderson. Je t'aime. Le dossier Henderson. Je commençais à détester ce projet fictif presque autant que je détestais les mensonges qu'il était censé couvrir. On devrait prendre notre table, a demandé Margaret en regardant sa montre. Il est presque 20 h. Attendons encore quelques minutes, ai-je suggéré, me positionnant de manière à voir l'entrée. Elle est peut-être en retard. À 20h15, Ara est arrivée. Elle a franchi la porte comme si l'endroit lui appartenait, confiante et magnifique dans une robe rouge que je n'avais jamais vue auparavant. Ses cheveux étaient différents aussi, coiffés d'une manière qui suggérait qu'elle avait passé du temps dans un salon de coiffure cet après-midi-là, se préparant pour son dîner client ennuyeux. Tristan était juste derrière elle, la main posée au creux de son dos dans un geste si possessif que ma mâchoire s'est contractée.
Il était exactement comme je l'avais imaginé d'après ses photos sur les réseaux sociaux. Grand, bien habillé, le genre d'homme qui semblait sorti d'une publicité pour un parfum. Ils ont été placés à une table dans la salle à manger principale du restaurant, assez près pour que je puisse les voir clairement, mais assez loin pour qu'ils ne nous aient pas encore remarqués. Ara riait de quelque chose que Tristan avait dit, sa main recouvrant la sienne sur la nappe blanche. « C'est Ara » a demandé Margaret, plissant les yeux de l'autre côté du restaurant. « Qui est cet homme avec elle ?» Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, mais ma voix était stable quand j'ai répondu. « Je ne sais pas. On devrait aller dire bonjour ?» Richard se déplaçait déjà, le visage perplexe, mais pas encore alarmé. « Bien sûr. Viens, Margaret. Surprenons notre fille. » Nous avons traversé le restaurant comme une petite parade, 3 personnes avec des attentes très différentes sur ce qui allait se passer. J'avais l'impression de me regarder de loin, observant la chorégraphie minutieuse d'un désastre que j'avais mis en branle mais que je ne pouvais plus arrêter. Ara nous a vus quand nous étions à 3 mètres. La couleur a quitté son visage si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir, sa main se figeant à mi-chemin de son verre de vin. Tristan a suivi son regard et s'est immobilisé, comme un cerf pris dans les phares. « Ara » a crié Margaret en agitant la main avec enthousiasme. Surprise. La bouche de ma femme s'est ouverte et fermée sans produire de son. Ses yeux passaient de ses parents à son mari, puis à son petit ami, comme un animal piégé cherchant une issue qui n'existait pas. « Maman, papa » a-t-elle finalement réussi à dire, sa voix à peine un murmure. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Drake a organisé un dîner surprise, a expliqué Richard en tirant une chaise d'une table vide voisine. Il pensait que tu avais trop travaillé. Il a dit que tu méritais une célébration. Tristan a commencé à se lever, prévoyant probablement de s'excuser et de disparaître aux toilettes jusqu'à ce que ce moment familial gênant soit passé. Mais j'ai été plus rapide. Vous devez être le client, ai-je dit en tendant la main avec un sourire qui ressemblait à du verre brisé. Je suis Drake, le mari d'Ara, et voici ses parents, Richard et Margaret. La poignée de main de Tristan était faible, sa paume moite de sueur. Tristan Val, a-t-il dit, sa voix soigneusement neutre. Ravi de vous rencontrer. Quel charmant restaurant pour un dîner d'affaires, a observé Margaret en s'installant sur sa chaise et en regardant autour d'elle avec approbation. Une atmosphère très romantique. Ara a émis un son qui aurait pu être un accord ou un étouffement. Son visage était passé du pâle au verdâtre, et elle serrait sa serviette comme si c'était la seule chose qui la maintenait ancrée à la réalité. Le dossier Henderson doit être très important, ai-je poursuivi en faisant signe au serveur pour plus de chaises. Ara y travaille depuis des mois. N'est-ce pas, chérie? Ma femme a hoché la tête en silence, ayant apparemment perdu la capacité de construire les mensonges élaborés qui l'avaient si bien servi jusqu'à présent. Le dossier Henderson, a répété Tristan, la confusion se lisant sur son visage. Le grand projet qui retient Ara si tard au bureau, a expliqué Richard, serviable. Elle fait des heures supplémentaires 3 soirs par semaine. La compréhension a éclairé les yeux de Tristan, suivi immédiatement par quelque chose qui ressemblait à de la panique. Il a jeté un coup d'œil à Ara, qui fixait la nappe comme si elle contenait les secrets de l'univers. Je devrais probablement y aller, a dit Tristan en recommençant à se lever. On dirait un moment en famille. Absolument pas, ai-je dit, ma main sur son épaule, appliquant juste assez de pression pour le maintenir assis. Nous sommes tous là maintenant. De plus, j'adorerais en savoir plus sur ce projet Henderson. Ara a été si secrète à ce sujet. Le serveur est apparu avec des chaises et des menus supplémentaires, joyeusement inconscient de la tension qui crépitait autour de notre table comme de l'électricité avant un orage. Margaret et Richard ont étudié leur menu tandis qu'Ara et Tristan restaient assis dans un silence glacial, essayant probablement de comprendre comment expliquer leur dîner romantique à sa famille qui ne se doutait de rien. Alors, Tristan, a dit Richard en levant les yeux de son menu. Dans quel secteur travaillez-vous? Vente de technologie, a répondu Tristan, la voix tendue. Solution de stockage cloud. Intéressant. Et quel est le rapport avec le travail d'Ara en RH? Tristan a ouvert la bouche, puis l'a refermée, ressemblant à un poisson cherchant de l'air. Ara n'était d'aucune aide. Elle semblait s'être retirée si loin en elle-même qu'elle était pratiquement invisible. C'est compliqué, ai-je dit, venant à leur secours avec le genre de sourire serviable qui ne trompait probablement personne.
Il y a beaucoup de collaborations interdépartementales de nos jours, n'est-ce pas, chérie? Ara a de nouveau hoché la tête, toujours muette. Le dîner qui a suivi a été un chef-d'œuvre de conversation gênante et de silence pesant. Margaret a essayé de garder une ambiance légère, posant des questions sur la famille de Tristan et commentant le décor du restaurant. Richard a fait de la conversation polie sur les affaires et l'économie. J'ai posé des questions utiles sur le dossier Henderson auxquelles ni Ara ni Tristan ne pouvaient répondre. Et pendant tout ce temps, ma femme est restée là comme une statue, regardant son monde soigneusement construit s'effondrer un moment inconfortable à la fois. Vous savez, ai-je dit en attendant le dessert, je me disais qu'on devrait tous se voir plus souvent. Peut-être que Tristan pourrait venir dîner dimanche prochain. Qu'en penses-tu, chérie? Ara a finalement retrouvé sa voix. Je dois aller aux toilettes, a-t-elle dit en se levant brusquement et en s'éloignant sans attendre de réponse. Je devrais aller voir comment elle va, a dit Tristan en commençant à la suivre. En fait, ai-je dit en attrapant son poignet, je pense qu'elle a besoin d'un moment seul. Les femmes, vous savez. Richard et Margaret ont hoché la tête avec sympathie tandis que Tristan se rasseyait sur sa chaise avec une réticence évidente. Nous sommes restés silencieux un moment. 3 hommes et une femme unis dans notre inquiétude pour la détresse soudaine d'Ara. Elle a été sous tellement de pression ces derniers temps, a dit tristement Margaret. Ce projet Henderson lui pèse vraiment. Qu'est-ce que c'est exactement, le projet Henderson, a demandé Tristan, une curiosité sincère se mêlant à son malaise évident. Richard et Margaret m'ont regardé avec attente, attendant que j'explique la situation professionnelle de ma femme. J'ai souri et pris une gorgée de mon vin, savourant le moment. Vous savez, Tristan, j'espérais que vous pourriez nous le dire, puisque vous travaillez dessus ensemble. Le silence qui a suivi était profond. Tristan me fixait avec une compréhension naissante, tandis que Richard et Margaret regardaient d'avant en arrière entre nous avec une confusion croissante. Je pense qu'il y a peut-être un malentendu, a dit prudemment Tristan. Oh, je ne pense pas qu'il y ait le moindre malentendu, ai-je répondu. Je pense que tout est parfaitement clair. Ara est revenue des toilettes, l'air d'avoir pleuré, son maquillage soigneusement réparé, mais ses yeux rougis et désespérés. Elle s'est glissée dans son siège et a immédiatement attrapé son verre de vin, le vidant d'une seule traite. Tu te sens mieux, ai-je demandé avec sollicitude. Elle a hoché la tête sans me regarder dans les yeux. Bien. On discutait justement du projet Henderson. Tristan était sur le point d'expliquer comment son entreprise de stockage cloud s'intègre dans ton travail en RH. La tête d'Ara s'est relevée d'un coup, ses yeux écarquillés par un mélange de terreur et de fureur. Drake. C'est bon, ai-je dit doucement. Nous sommes tous en famille ici. Enfin, presque tous en famille. Je suis sûr que tes parents adoreraient en savoir plus sur ton travail. Margaret et Richard commençaient à avoir l'air vraiment inquiets maintenant, percevant les sous-entendus qu'ils ne comprenaient pas mais ne pouvaient ignorer. Ara, a dit lentement Margaret. Est-ce que tout va bien? Ma femme a regardé autour de la table les visages qui l'entouraient, les expressions inquiètes de ses parents, la panique à peine dissimulée de Tristan, mon sourire serviable qui n'atteignait pas mes yeux. Elle était piégée et elle le savait. Je peux expliquer, a-t-elle finalement dit, sa voix à peine audible. S'il te plaît, fais-le, ai-je dit. Je pense que nous aimerions tous entendre l'explication. Mais avant qu'elle ne puisse parler, mon téléphone a vibré avec un texto. J'y ai jeté un coup d'œil et j'ai souri. Oh, regardez ça, ai-je dit en montrant l'écran à la table. C'est du téléphone d'Ara. Elle l'a envoyé il y a environ 1 heure. Le message disait, toujours coincé au bureau. Cette crise Henderson n'en finit pas. Ne m'attends pas, Richard a froncé les sourcils. Mais tu es là, chérie. Au dîner. Margaret regardait d'avant en arrière entre sa fille et le téléphone, comme si elle essayait de résoudre un puzzle avec des pièces manquantes. Le visage d'Ara s'est décomposé. Je peux expliquer, a-t-elle répété, mais les mots sont sortis comme un murmure. Je suis sûr que tu le peux, ai-je dit en rangeant mon téléphone. Mais peut-être devrions-nous en discuter à la maison. Je pense que nous avons assez pris de la soirée de Tristan. Tristan cherchait déjà son portefeuille, clairement désespéré d'échapper au désastre que notre dîner de famille était devenu. Je devrais y aller, a-t-il dit. C'était un plaisir de vous rencontrer. Oh, mais nous n'avons pas encore eu de dessert, a protesté Margaret. Et je ne comprends toujours pas ce projet Henderson. Une autre fois,
a dit Tristan en jetant de l'argent sur la table et en se levant. Il a baissé les yeux sur Ara, qui fixait ses mains jointes sur ses genoux. Je te parlerai plus tard. Elle n'a pas répondu. Après la fuite de Tristan, nous sommes restés dans un silence inconfortable pendant que le serveur débarrassait nos assiettes et demandait pour le dessert. Margaret et Richard avaient l'air confus et inquiets tandis qu'Ara semblait être retournée dans son état catatonique. Je pense que nous sauterons le dessert, ai-je dit au serveur. Pourrions-nous avoir l'addition, s'il vous plaît? Le trajet de retour s'est fait en silence. Ara était assise sur le siège passager, regardant par la fenêtre tandis que je fredonnais sur la radio comme un homme sans souci. Je sentais son regard sur moi de temps en temps, essayant probablement de déterminer exactement ce que je savais et ce que je comptais faire de cette information. Elle le découvrirait assez tôt. Nous sommes arrivés dans notre allée juste au coucher du soleil, qui peignait le ciel de teinte rouge et orangée me rappelant des drapeaux d'avertissement. Ara est sortie de la voiture et s'est dirigée vers la maison comme une condamnée marchant vers l'échafaud. Je l'ai suivie à l'intérieur, refermant la porte derrière nous avec un clic doux qui ressemblait au bruit d'un piège se refermant. Drake, a-t-elle commencé en se tournant vers moi dans notre entrée. À propos de ce soir. À propos de ce soir, ai-je interrompu, je pense que nous devons avoir une conversation. Une vraie, cette fois. Pas de dossier Henderson, pas de réunion tardive, pas de dîner client. Juste la vérité. Elle a hoché la tête, des larmes commençant à couler sur ses joues. D'accord. Bien. Je suis passé devant elle en direction de la cuisine. Mais d'abord, j'ai besoin d'une bière. La journée a été longue. J'ai ouvert le réfrigérateur et attrapé une bouteille, prenant mon temps avec le décapsuleur tandis qu'Ara se tenait dans l'embrasure de la porte, attendant la fin de son monde. Alors, ai-je dit en prenant une longue gorgée. Parle-moi de Tristan. La conversation qui a suivi était tout ce à quoi je m'attendais, et pire encore. Ara a avoué l'affaire, les mensonges, les mois de tromperie qui avaient transformé notre mariage en une performance élaborée. Elle a pleuré, s'est excusée et a promis que c'était fini, qu'elle avait fait une terrible erreur, qu'elle m'aimait et voulait arranger les choses. J'ai écouté tout cela avec l'intérêt détaché d'un mécanicien diagnostiquant un moteur en panne. Elle me disait ce qu'elle pensait que je voulais entendre, de la même manière qu'elle me disait ce qu'elle pensait que je voulais entendre depuis des mois. Mais je n'étais plus le même homme qui avait cru à ses mensonges sur le travail tardif. Cet homme avait été confiant et naïf, prêt à accepter des explications qui ne tenaient pas tout à fait la route parce qu'il voulait croire en l'honnêteté fondamentale de sa femme. Cet homme-ci en savait plus. Je te pardonne, ai-je dit quand elle a terminé sa confession larmoyante. Le soulagement a inondé son visage. Vraiment? Bien sûr. Nous faisons tous des erreurs. L'important est d'en tirer des leçons. Elle a hoché la tête avec empressement, pensant probablement qu'elle s'en était tirée plus facilement que prévu. Il y a juste une chose, ai-je poursuivi en finissant ma bière et en posant la bouteille vide sur le comptoir. Je veux que tu appelles Marina et Jules. Annonce-leur la bonne nouvelle. Son visage est redevenu pâle. Quelle bonne nouvelle? Que tu as tout avoué à ton mari et que nous allons arranger les choses. Je suis sûr qu'elles seront heureuses d'apprendre que le mariage de leur ami est de retour sur les rails. Ara m'a regardé comme si je lui avais suggéré d'appeler le pape pour confesser ses péchés en direct à la télévision. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Oh, mais moi si, ai-je dit, ma voix toujours agréable et raisonnable. Après tout, elles ont été de si bonnes amies tout au long de cette situation. Elle mérite de savoir comment les choses se sont terminées. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis a semblé y réfléchir à 2 fois. D'accord, a-t-elle dit doucement. Je les appellerai demain. Ce soir, ai-je corrigé. Appelle-les ce soir. J'attends. Les appels téléphoniques ont été brefs et inconfortables, Ara expliquant à ses amis que son mari avait tout découvert et qu'ils allaient traverser cette épreuve ensemble. Je ne pouvais pas entendre l'autre côté des conversations, mais je pouvais voir le visage d'Ara devenir de plus en plus rouge à chaque instant. Quand elle a raccroché après le 2e appel, elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Voilà, a-t-elle dit. Tu es content? J'y arrive, ai-je répondu. Mais nous n'avons pas encore fini. Le regard qu'elle m'a lancé était un mélange de peur et de confusion. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai souri et me suis dirigé vers les escaliers. Je veux dire que ce n'est que le début, ma chérie.
Nous avons beaucoup de travail à faire si nous voulons reconstruire la confiance dans notre mariage. J'étais à mi-chemin des escaliers quand j'ai ajouté par-dessus mon épaule. Oh, et demain soir, je pense que nous devrions inviter Marina et Jules à dîner. Tu sais, pour célébrer notre nouveau départ. Le son qu'elle a émis en réponse aurait pu être un accord ou un désespoir. Quoi qu'il en soit, c'était de la musique à mes oreilles. Après tout, nous ne faisions que commencer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube avec le genre de clarté qui vient après le passage d'une tempête, quand on peut enfin voir clairement les dégâts. Ara dormait encore à côté de moi, recroquevillée en boule comme si elle essayait de se faire disparaître. Son visage paraissait plus jeune dans son sommeil, vulnérable d'une manière qui aurait pu me toucher une semaine plus tôt. Maintenant, cela me rappelait simplement à quel point elle était douée pour jouer des rôles. Je me suis habillé en silence et j'ai préparé du café dans la cuisine sombre, planifiant ma journée tandis que le soleil se levait à l'horizon. La phase 1 de ce que j'avais commencé à appeler l'opération retour à la réalité s'était mieux déroulée que prévu. Les parents d'Ara en avaient vu assez pour semer le doute, même s'ils ne comprenaient pas entièrement ce dont ils avaient été témoins. Marina et Jules savaient que le mari de leur amie était au courant de l'affaire, ce qui les rendrait nerveuses quant à leur propre implication. Mais je ne faisais que commencer. À la Marina, Mick a jeté un coup d'œil à mon visage et a versé 2 tasses de café sans qu'on le lui demande. Nuit difficile ? Nuit instructive, ai-je corrigé, acceptant le café avec gratitude. Tu te souviens de la conversation qu'on a eue sur la recherche d'informations en ligne? Ouais. J'aurais peut-être besoin d'un peu d'aide avec ça. Mick m'a étudié un long moment, puis a hoché la tête. Quel genre d'aide? Le genre qui implique de s'assurer que certaines personnes comprennent les conséquences de leurs actions. Conséquences légales? Conséquences sociales. Mick a souri. Celles-là peuvent être pires. De quoi as-tu besoin? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les photos que j'avais prises au Seaside Inn. Des clichés nets d'Ara et Tristan se tenant la main, partageant un dessert, l'image même du bonheur romantique. J'ai besoin que celle-ci parvienne aux bonnes personnes, ai-je dit. Les collègues de Tristan, peut-être son ex-femme, le patron d'Ara. Le genre de personnes qui pourraient être intéressées de savoir ce qui se passe vraiment pendant ses dîners clients et ses réunions tardives. Mick a sifflé doucement. C'est froid, Drake. C'était froid aussi de me mentir pendant 4 mois pendant que ses amis se moquaient de ma stupidité. Pas faux. Il a étudié les photos plus attentivement. Ce ne sera pas difficile. Les gens adorent les ragots, surtout quand ça concerne quelqu'un avec qui ils travaillent. Quelques emails anonymes, peut-être quelques publications sur les réseaux sociaux depuis de faux comptes. La nouvelle se répandra vite. À quelle vitesse? Donne-moi jusqu'à midi. Demain matin, tout le monde dans leur cercle professionnel saura exactement quel genre de travail ils ont fait ensemble. J'ai ressenti un moment de quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité en pensant aux dommages collatéraux que cela causerait. Tristan perdrait probablement son emploi, ou du moins ferait face à de sérieuses questions sur son jugement. La réputation professionnelle soigneusement cultivée d'Ara prendrait un coup dont elle ne se remettrait peut-être jamais complètement. Puis je me suis souvenu de ses textos, de la cruauté désinvolte avec laquelle elle qualifiait son mari de trop stupide pour remarquer ce qui se passait sous son propre nez. Fais-le, ai-je dit. Le reste de la matinée s'est écoulé dans un flou d'entretien de routine et de réparation de moteur, mais mon esprit était ailleurs, planifiant la prochaine phase de l'éducation de ma femme. Au moment où je suis rentré déjeuner, j'avais une image claire de ce à quoi les prochains jours ressembleraient. Ara était dans la cuisine quand je suis arrivé, toujours en peignoir et l'air de ne pas avoir beaucoup dormi après notre conversation. Elle a levé les yeux quand je suis entré, ses yeux rougis et pleins d'espoir. « Salut », a-t-elle dit doucement. « Salut à toi. » J'ai pris un sandwich dans le réfrigérateur et me suis assis en face d'elle à la table de la cuisine. « Comment te sens-tu ? » Terriblement, mais reconnaissante que tu sois prêt à traverser ça. J'ai hoché la tête avec sympathie. Le mariage, c'est le pardon, n'est-ce pas? On fait tous des erreurs. Le soulagement a de nouveau inondé son visage, la même expression qu'elle avait la veille au soir quand elle pensait s'être tirée de 4 mois de trahison avec rien de plus qu'une confession larmoyante. Je me suis mise en arrêt maladie aujourd'hui, a-t-elle dit. Je pensais qu'on pourrait peut-être passer du temps ensemble, commencer à reconstruire ce que nous avons perdu. C'est gentil, ai-je dit en prenant une bouchée de mon sandwich. Mais je dois retourner à la marina.
Le bateau de Madame Henderson a besoin de réparation. Ara a cligné des yeux. Madame Henderson? Oui, tu la connais. Elle vit sur Maple Street. Elle a ce vieux Chris Craft qui lui donne toujours des problèmes. C'est une dame gentille, mais son bateau est un cauchemar à réparer. J'ai vu la compréhension poindre dans les yeux de ma femme alors qu'elle réalisait que je parlais d'une vraie Henderson avec un vrai projet qui existait réellement. Le dossier Henderson fictif qu'elle avait utilisé pour couvrir sa liaison n'était que ça, une fiction. Oh, a-t-elle dit d'une petite voix. C'est drôle à propos du dossier Henderson, ai-je poursuivi nonchalamment. Quand tes parents ont posé des questions à ce sujet hier soir, j'ai réalisé que je ne t'avais jamais entendu mentionner les détails. Quel genre d'entreprise est Henderson, au fait? Ara m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. C'est compliqué. J'imagine. J'ai fini mon sandwich et me suis levé. Bon, je devrais retourner au travail. La vraie Henderson attend son bateau cet après-midi. J'étais à la porte quand Ara m'a interpellé. Drake, à propos du dîner de ce soir avec Marina et Jules. Quoi à ce sujet? Peut-être qu'on pourrait le reporter. Je ne suis pas sûr d'être prête à les affronter pour le moment. Je me suis retourné vers elle avec un sourire qui ressemblait à un soleil d'hiver. Brillant mais froid. Oh, mais j'ai hâte de les rencontrer correctement. Après tout, elles ont été de si bonnes amies pour toi pendant toute cette situation. Je veux les remercier personnellement. Le regard de panique qui a traversé son visage valait presque les 4 derniers mois de mensonges. Drake, je ne pense pas que... 19h, ai-je dit fermement. Je prendrai des steaks en rentrant. On en fera une célébration. Je l'ai laissée assise à la table de la cuisine, essayant probablement de comprendre comment expliquer à ses amis que son mari compréhensif n'était pas tout à fait aussi compréhensif qu'elle l'avait supposé. De retour à la marina, Mick attendait avec des nouvelles de son travail du matin. Les photos sont en ligne et se propagent, a-t-il rapporté. Des tuyaux anonymes envoyés au service RH de l'entreprise de Tristan et à l'avocat de son ex-femme. Le patron de ta femme devrait recevoir des emails intéressants alors qu'il est. Combien de temps avant que ça leur revienne aux oreilles? Tristan entendra probablement quelque chose d'ici la fin de la journée. Pour ta femme, ça pourrait prendre plus de temps, selon la vitesse à laquelle les ragots de bureau voyagent dans son entreprise. J'ai ressenti à nouveau cette lueur de culpabilité, plus forte cette fois. Ce que je faisais aurait de réelles conséquences pour de vraies personnes, au-delà de la simple satisfaction de ma fierté blessée. Mais ensuite, j'ai pensé à ces amis riant autour d'un café de la facilité avec laquelle on pouvait tromper le mari confiant. J'ai pensé aux mois de travail tardif et de dîner client pendant que je m'inquiétais de son niveau de stress et essayais d'être un soutien. J'ai pensé à la fiction élaborée qu'elle avait construite, avec de faux noms de projets et des urgences inexistantes. Certaines leçons ne s'apprennent que par l'expérience. Et certains professeurs doivent comprendre ce qui se passe quand ils sous-estiment leurs élèves. Bien, ai-je dit à Mick. Tiens-moi au courant si tu entends quelque chose. L'après-midi s'est écoulé avec une précision mécanique, des vidanges d'huile et des mises au point, le genre de travail de routine qui occupait mes mains pendant que mon esprit planifiait la soirée à venir. À 17h, je suis passé à l'épicerie et j'ai acheté les steaks les plus chers qu'ils avaient, ainsi qu'un vin qui coûtait plus que ce que je dépensais habituellement en course en une semaine. Si nous allions faire une célébration, autant le faire correctement. Ara était habillée quand je suis rentré, portant un chemisier et un pantalon conservateur qui lui donnait l'air de se préparer pour un entretien d'embauche plutôt que pour un dîner entre amis. Elle avait encore pleuré, je pouvais le dire à la manière soignée dont elle avait appliqué son maquillage pour cacher les preuves. Elles seront là à 19h, a-t-elle dit sans me regarder. Parfait. J'ai pris le vin que tu aimes, celui du vignoble de Sonoma. Elle a semblé surprise. Vraiment? Bien sûr. C'est une occasion spéciale, n'est-ce pas? Le début de notre nouveau départ. Je me suis affairé dans la cuisine, assaisonnant les steaks et ouvrant le vin, tandis qu'Ara rôdait à proximité comme un fantôme, hantant sa propre vie. Elle commençait sans cesse à dire quelque chose, puis s'arrêtait, essayant probablement de comprendre à quel jeu je jouais et comment elle pourrait le gagner. À 19h précise, la sonnette a retenti. Marina et Jules se tenaient sur notre porche, l'air de préférer être n'importe où ailleurs dans le monde. Marina était une blonde aux traits vifs qui travaillait dans le marketing et qui m'avait toujours semblé être le genre de personne qui collectionnait les secrets des autres comme des trophées. Jules était plus douce en apparence,
mais avec des yeux qui ne manquaient rien, une institutrice de maternelle qui avait appris à repérer les problèmes avant qu'ils ne commencent. Elles s'étaient toutes les deux habillées avec soin pour ce dîner, espérant probablement projeter l'innocence et la respectabilité. Au lieu de cela, elles ressemblaient à des conspiratrices assistant à leur propre procès. « Drake », a dit Marina avec une gaieté forcée. « Marina, Jules », ai-je répondu en m'écartant pour les laisser entrer. « Merci d'être venu. J'attendais ça avec impatience. » Nous nous sommes réunis dans le salon avec du vin et des banalités, le genre de conversation prudente que les gens ont quand ils prétendent tous ne pas savoir ce que les autres pensent. Marina et Jules ont posé des questions sur la marina, j'ai posé des questions sur leurs emplois, et Ara est restée assise tranquillement dans son coin, l'air de souhaiter pouvoir disparaître. Alors, ai-je dit quand nous avions épuisé les sujets sûrs. Ara me dit que vous avez été incroyablement solidaire pendant son récent stress au travail. Marina et Jules ont échangé un rapide regard. On essaie d'être de bonnes amies, a dit prudemment Marina. Oh, vous avez été d'excellentes amies. Vraiment au-delà des attentes. Toutes ces fois où vous l'avez couverte quand elle devait travailler tard, l'avez aidée à gérer son emploi du temps. J'ai fait une pause pour siroter mon vin. C'est agréable de savoir qu'elle avait des gens qui veillaient sur elle. Le silence qui a suivi était assez épais pour être coupé au couteau. Ara fixait ses mains tandis que Marina et Jules essayaient de déterminer exactement ce que je savais et à quel point elles étaient dans le pétrin. Nous voulons juste qu'Ara soit heureuse, a finalement dit Jules. Bien sûr que vous le voulez. C'est à ça que servent les amis, n'est-ce pas? Se soutenir mutuellement dans les moments difficiles, garder les secrets les uns des autres. Un autre regard passa entre elles, cette fois teinté de panique. Drake, a dit doucement Ara. On devrait peut-être manger. Les steaks doivent être prêts. Dans une minute, ai-je dit, sans quitter des yeux ses amis. Je réfléchissais juste à l'amitié, à ce que cela signifie de vraiment soutenir quelqu'un que l'on apprécie. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, regardant notre rue de banlieue tranquille où les voisins promenaient leurs chiens et les enfants jouaient dans les jardins. Des gens normaux menant des vies normales, ne passant probablement pas leur soirée à naviguer dans les conséquences de trahisons élaborées. Vous savez, ai-je poursuivi, toujours face à la fenêtre, j'ai beaucoup pensé à la confiance ces derniers temps. Comment elle se construit, comment elle se maintient, comment elle est détruite. C'est une chose fragile, n'est-ce pas? Drake, a commencé Marina. Non, laissez-moi finir, ai-je dit en me retournant pour leur faire face. La confiance, c'est comme un moteur de bateau. Complexe, beaucoup de pièces mobiles. Tout doit fonctionner ensemble parfaitement, sinon tout tombe en panne. Et une fois que ça tombe en panne. J'ai haussé les épaules. Eh bien, parfois on peut le reconstruire. Parfois, il faut tout mettre à la ferraille et recommencer. Ara pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Marina et Jules avaient l'air de vouloir courir vers la porte. Ce qui est intéressant avec les moteurs en panne, ai-je continué, c'est qu'on peut généralement remonter à la source du problème. Un boulon desserré par-ci, un joint usé par-là. De petits problèmes qui sont ignorés jusqu'à ce qu'ils provoquent une défaillance catastrophique. Je suis retourné à ma chaise et je me suis assis, étudiant les 3 femmes qui avaient conspiré pour me prendre pour un imbécile. Alors, je me demandais, ai-je dit nonchalamment, quel était le boulon desserré d'origine dans cette situation? Quand mon mariage a-t-il commencé à se dégrader, et qui était responsable du défaut d'entretien? Le silence s'est étiré jusqu'à devenir insupportable. Finalement, Jules a craqué. Ça ne devait pas aller aussi loin, a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. Marina lui a lancé un regard d'avertissement, mais il était trop tard. Qu'est-ce qui ne devait pas aller aussi loin, ai-je demandé doucement. Jules a regardé Ara, puis Marina, puis de nouveau moi. Tout ça. Ça a commencé comme. Ce n'était censé être qu'un. Jules, tais-toi, a sifflé Marina. Mais Jules avait dépassé le stade du silence stratégique. C'était censé être un jeu, a-t-elle dit, les mots sortant comme de l'eau à travers une digue rompue. Marina a parié avec Ara qu'elle ne pourrait pas séduire un type comme Tristan. Ce n'était censé être que du flirt, peut-être un baiser, la preuve qu'elle pouvait le faire. Mais ensuite, c'est devenu réel, ai-je terminé pour elle. Jules a hoché la tête misérablement. On lui a dit d'arrêter. Quand c'est devenu sérieux, on lui a dit qu'elle allait trop loin, mais elle a dit qu'elle était amoureuse.
Qu'elle ne s'était jamais sentie comme ça avant. Marina fixait Jules avec une fureur non dissimulée tandis qu'Ara était devenue complètement immobile, comme un cerf pris dans les phares. Alors, laissez-moi m'assurer que je comprends bien, ai-je dit, ma voix toujours calme et raisonnable. La liaison de ma femme a commencé comme un pari entre amis, un jeu pour voir si elle pouvait séduire le mari d'une autre femme. Il était divorcé, a dit faiblement Jules. Ah, eh bien, ça change tout. Je me suis levé et suis allé à la cuisine, ostensiblement pour vérifier les steaks, mais en réalité pour me donner un moment pour digérer ce que je venais d'apprendre. L'affaire n'avait pas été un moment de faiblesse ou une dérive émotionnelle progressive. C'était un jeu calculé, un test de la capacité de ma femme à manipuler et à tromper. Quand je suis retourné dans le salon, Marina chuchotait de toute urgence à Ara tandis que Jules était assise seule, l'air de vouloir disparaître. Elles ont toutes levé les yeux quand je suis entré, essayant probablement de mesurer les dégâts causés par la confession de Jules. Le dîner est prêt, ai-je annoncé joyeusement. J'espère que tout le monde a faim. Le repas qui a suivi a été un chef-d'œuvre de silence inconfortable et de conversation guindée. J'ai joué le rôle de l'hôte gracieux, posant des questions sur leurs emplois et leurs familles pendant qu'elles picoraient leur nourriture et évitaient le contact visuel. Ara n'a presque rien mangé, tandis que Marina et Jules semblaient mener une conversation entière par des regards significatifs. C'est délicieux, a dit Jules, faisant un effort de normalité. Merci. Je me suis dit qu'on devait célébrer ça correctement. J'ai levé mon verre de vin. À l'amitié, à la loyauté, et à l'importance de l'honnêteté dans toutes nos relations. Personne ne s'est joint à mon toast. Après le dîner, Marina et Jules ont trouvé des excuses et se sont enfuis, nous laissant, Ara et moi, seuls avec la vaisselle et le poids de tout ce qui avait été dit et non dit. J'ai débarrassé la table pendant qu'elle était assise dans le salon, essayant probablement de comprendre comment sauver une situation qui lui échappait de plus en plus à chaque heure qui passait. Drake, a-t-elle appelé quand j'ai fini de charger le lave-vaisselle. On peut parler ? Je l'ai trouvée sur le canapé, portant toujours la tenue conservatrice qui la faisait ressembler à une étrangère. Son maquillage s'était estompé, révélant l'épuisement et le stress qu'elle avait essayé de cacher. À propos de ce que Jules a dit, a-t-elle commencé ? Tu veux dire, à propos du pari ? Elle a hoché la tête misérablement. Ce n'était pas comme ça. Pas vraiment. Ça a commencé comme une bêtise, mais quand j'ai rencontré Tristan, c'est devenu réel. Je suis tombée amoureuse de lui. Je vois. Donc, tu dis que tu es vraiment tombée amoureuse d'un autre homme alors que tu étais mariée à moi, et c'est censé me faire sentir mieux. Non. Je veux juste que tu comprennes que tout n'était pas un mensonge. Mes sentiments pour lui étaient réels. J'ai étudié son visage, cherchant un signe de la femme que j'avais épousée il y a 5 ans. Elle était toujours belle, toujours capable de me serrer la poitrine avec quelque chose qui aurait pu être de l'amour ou une perte. Tes sentiments pour lui étaient réels, ai-je répété lentement. Et tes sentiments pour moi. Je t'aime aussi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mais tu l'aimais plus. Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, regardant la rue où des couples normaux avaient probablement des conversations normales sur des problèmes normaux, les factures, les horaires, et à qui c'était le tour de sortir les poubelles. Voici ce que je ne comprends pas, ai-je dit sans me retourner. Si tu es tombée amoureuse de lui, pourquoi n'as-tu pas simplement demandé le divorce ? Pourquoi cette mascarade élaborée avec de faux projets de travail et des urgences fictives ? Parce que je ne voulais pas te perdre non plus. Je pensais. J'espérais. Que je pourrais avoir les deux. Les deux. Je sais comment ça sonne. Ça sonne comme si tu voulais le beurre et l'argent du beurre. Ça sonne comme si tu pensais que ton mari était assez stupide pour croire n'importe quelle histoire que tu lui racontais, aussi ridicule soit-elle. Je me suis retourné pour lui faire face et elle a tressailli en voyant ce qu'il y avait dans mon expression. Le truc, c'est que tu avais raison. J'étais aussi stupide que ça. J'ai cru à chaque mensonge, avalé chaque excuse, me suis rendu complice de ma propre humiliation. Drake. Mais je ne suis plus aussi stupide. Et maintenant, nous devons tous les deux vivre avec les conséquences de l'éducation que tu m'as donnée. Elle s'est remise à pleurer, le genre de larmes désespérées qui viennent quand quelqu'un réalise qu'il a perdu quelque chose qu'il ne pourra jamais récupérer. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle murmuré. J'ai souri, et même moi, j'ai pu entendre la froideur dans ce sourire.
Ça veut dire que nous ne faisons que commencer, ma chérie. Ça veut dire que demain sera une journée très intéressante. Je l'ai laissé pleurer sur le canapé et je suis monté dans notre chambre. Ma chambre, en fait, puisqu'elle avait renoncé à son droit d'y être au moment où elle avait décidé de se partager avec un autre homme. De la fenêtre, je pouvais voir les lumières de la marina au loin, stables et fiables dans l'obscurité. Demain, je retournerai travailler sur les moteurs et les bateaux, réparant des choses cassées et les rendant à nouveau entières. Mais certaines choses, une fois brisées, ne peuvent jamais être vraiment réparées. Elles ne peuvent être que remplacées ou entièrement mises au rebut. Et je commençais à penser que mon mariage tombait dans la deuxième catégorie. Je me suis réveillé le lendemain matin au son du téléphone d'Ara. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix pâteuse de sommeil et de stress. Allô? Une pause. Quoi? Non, ce n'est pas. Qui vous a dit ça? Je suis resté immobile, écoutant une moitié de conversation qui ne se passait clairement pas bien pour ma femme. Je peux expliquer, a-t-elle dit, sa voix montant avec la panique. Ce n'est pas ce qu'il paraît. Quelqu'un essaie de. Oui, je comprends. Non, je serai là tout de suite. Elle a raccroché et s'est assise sur le bord du lit, la tête entre les mains. Dans la lumière du matin qui filtrait par les fenêtres de notre chambre, elle avait l'air plus vieille, comme si le poids de ses choix l'avait vieilli du jour au lendemain. Le travail, ai-je demandé innocemment. Mon patron veut me voir. Quelqu'un a envoyé des photos. Elle s'est tournée pour me regarder, ses yeux écarquillés par une compréhension naissante. Drake, est-ce que tu as? Est-ce que j'ai quoi? Envoyé des photos de moi et Tristan à mon bureau. Je me suis assis et me suis étiré, prenant mon temps pour répondre. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Parce que tu es en colère. Parce que tu veux me faire du mal. Je ne suis pas en colère, ai-je dit, ce qui était vrai. La colère était chaude et immédiate. Ce que je ressentais était quelque chose de beaucoup plus froid et plus patient. Je suis déçu. Il y a une différence. Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger, ce qui était juste, puisque je me sentais aussi comme tel. L'homme qu'elle avait épousé aurait été en colère. Il aurait crié, exigé des explications et aurait probablement fini par s'excuser de ne pas avoir été un assez bon mari pour empêcher l'affaire en premier lieu. Mais cet homme avait opéré sous de fausses hypothèses sur la nature de la confiance, du mariage et de la femme qu'il avait choisi de passer sa vie avec. Cet homme-ci avait de meilleures informations. Je dois y aller, a-t-elle dit en se levant et en se dirigeant vers la salle de bain. On parlera de ça quand je rentrerai. Si tu as encore un travail où rentrer, ai-je dit agréablement. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte et s'est retournée vers moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Juste que la politique de bureau peut être délicate quand des scandales personnels s'en mêlent. Je suis sûr que tout s'arrangera. Le regard qu'elle m'a lancé était un mélange de peur et de fureur, mais elle n'a rien dit d'autre avant de disparaître dans la salle de bain. 20 minutes plus tard, elle était partie, laissant derrière elle l'odeur d'un parfum cher et le genre de désespoir qui vient quand on regarde son monde soigneusement construit s'effondrer en temps réel. J'ai préparé du café et des toasts, prenant mon petit déjeuner tout en planifiant ma journée. À 8 heures, mon téléphone a sonné. C'était Mick. Tu devrais peut-être allumer la chaîne 7, a-t-il dit sans préambule. Pourquoi? Fais-moi confiance. J'ai trouvé la télécommande et j'ai zappé sur le journal du matin local où une présentatrice enjouée lisait les nouvelles économiques du jour. Le troisième sujet m'a fait sourire. Le directeur des ventes en technologie Tristan Val a été mis en congé administratif en attendant une enquête sur une faute présumée, a lu la présentatrice. La société de Monsieur Val, Cloudtech Solutions, a refusé de commenter la nature spécifique des allégations, mais des sources suggèrent que l'enquête concerne des relations inappropriées avec des clients. L'article était bref, peut-être 30 secondes, mais c'était suffisant. À midi, tout le monde dans le cercle professionnel de Tristan saurait qu'il était sous enquête. Au dîner, les rumeurs auraient évolué en quelque chose de bien pire que la vérité. Beau travail, ai-je dit à Mick quand il a répondu à mon appel. Les tuyaux anonymes sont une chose magnifique, a-t-il répondu. Surtout quand ils sont accompagnés de preuves photographiques. Comment ta femme prend-elle la nouvelle? Elle est au travail, ayant probablement une conversation similaire avec son patron. Tu penses qu'elle va se faire virer? J'ai réfléchi. Ara était douée dans son travail,
quand elle n'était pas occupée à mener des liaisons sur le temps de l'entreprise. Son patron l'aimait bien et elle était dans l'entreprise depuis 3 ans sans problème majeur. Probablement pas virée, ai-je dit, mais certainement embarrassée. Sa réputation professionnelle va prendre un coup dont elle mettra peut-être des années à se remettre. Et Tristan? Tristan est probablement fini. La vente de technologie, c'est une question de confiance et de relation. Difficile de faire ça quand tout le monde sait que vous êtes le genre d'homme qui a des liaisons avec des clientes mariées. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Tu sais que ça va te retomber dessus à un moment donné, hein? Les gens vont savoir que ta femme te trompait. J'y avais pensé. Dans une ville de cette taille, les ragots voyageaient vite et loin. D'ici la fin de la semaine, tout le monde saurait que la femme de Drake Torrent avait une liaison avec un vendeur de technologie. Certains auraient pitié de moi. D'autres se demanderaient ce que j'avais fait de mal pour la pousser dans les bras d'un autre homme. Laisse-les parler, ai-je dit. Je préfère être connu comme l'homme dont la femme a trompé que comme l'homme qui était trop stupide pour le remarquer. Pas faux. Quelle est la suite? La suite, c'est que je vais rendre visite à notre ami Tristan. Je pense qu'il est temps que nous ayons une vraie conversation. Cloudtech Solutions occupait le 15e étage d'une tour de verre du centre-ville, le genre d'environnement d'entreprise stérile où les gens portaient des costumes chers et parlaient en acronyme. La réceptionniste a été professionnellement polie quand j'ai demandé Tristan Val, bien que je l'ai surprise en train de me lancer un regard curieux quand j'ai mentionné que j'étais là pour une affaire personnelle. Je suis désolé, mais Monsieur Val n'est pas disponible aujourd'hui, a-t-elle dit après un bref appel téléphonique. Voulez-vous laisser un message? En fait, pourriez-vous me dire où je pourrais le trouver? C'est assez urgent. Elle a hésité, clairement tiraillée entre la discrétion professionnelle et la curiosité naturelle pour l'homme qui posait des questions sur son collègue récemment disgracié. Je ne peux vraiment pas donner d'informations personnelles, a-t-elle finalement dit. J'ai hoché la tête avec compréhension et j'ai laissé ma carte de visite. S'il vient, pourriez-vous lui demander de m'appeler? Dites-lui que c'est à propos de sa relation avec ma femme. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, mais elle a accepté la carte avec un calme professionnel. Je m'assurai qu'il ait le message. J'étais à mi-chemin de l'ascenseur quand elle m'a interpellé. Murphy's était le genre d'endroit où les professionnels du centre-ville allaient noyer leurs problèmes. Éclairage tamisé, whisky cher, et des barman qui savaient quand écouter et quand se mêler de leurs affaires. J'ai trouvé Tristan au bout du bar, fixant un verre de quelque chose d'ambré et de fort. Il a levé les yeux quand je me suis assis à côté de lui, son visage passant par la reconnaissance, la confusion, et quelque chose qui aurait pu être de la peur. Drake, a-t-il dit prudemment. Qu'est-ce que tu fais ici? Je prends un verre avec le petit ami de ma femme, ai-je répondu en faisant signe au barman. Un bourbon sec. Tristan a regardé autour du bar comme s'il cherchait des issues de secours. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Probablement pas, mais nous y voilà. J'ai accepté mon verre et j'ai pris une gorgée, étudiant l'homme qui avait partagé ma femme ces 4 derniers mois. De près, il était moins impressionnant qu'il n'en avait l'air au restaurant, plus jeune que je ne le pensais, avec le genre de trait doux qui suggérait qu'il n'avait jamais été dans une vraie bagarre de sa vie. Écoute, a-t-il dit. À propos d'Ara. Quoi à propos d'elle? Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Ça a commencé comme quelque chose de désinvolte, mais ensuite, tu es tombé amoureux. Il a hoché la tête misérablement. Je sais que ça n'excuse rien. Je sais qu'elle est mariée et que j'aurais dû m'éloigner, mais elle a dit que vous aviez des problèmes, que le mariage était pratiquement terminé. J'ai ri, un son sans aucune once d'humour. Elle t'a dit qu'on avait des problèmes? Oui. Elle a dit que vous vous étiez éloignés, que vous ne parliez presque plus, qu'elle envisageait de demander le divorce. Intéressant. Qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre sur moi? Tristan s'est tortillé mal à l'aise. Rien de mal, juste que vous étiez différent. Que vous ne compreniez pas ses ambitions, n'appréciez pas ce qu'elle essayait de construire professionnellement. Je vois. Et toi, tu comprenais ses ambitions. J'ai essayé. On a parlé de ses objectifs de carrière, de ce qu'elle voulait accomplir. Elle est incroyablement intelligente, incroyablement déterminée. Elle l'est certainement. J'ai fini mon bourbon et j'en ai demandé un autre. Dis-moi, Tristan, comment t'es-tu senti quand tu as réalisé que la femme dont tu étais tombé amoureux nous avait menti à tous les deux? Son visage est devenu pâle.
Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, elle t'a dit que notre mariage était terminé. Elle m'a dit qu'elle travaillait tard sur des projets importants. Elle t'a dit que je ne la comprenais pas. Elle m'a dit que tu étais un client qu'elle devait divertir. Elle a construit une réalité entièrement fictive où tout le monde obtenait ce qu'il voulait et personne n'était blessé. Tristan fixait son verre comme s'il contenait les réponses à des questions qu'il avait peur de poser. Le truc, ai-je poursuivi, c'est que je l'ai cru pendant des mois. J'ai cru à chaque histoire, chaque excuse, chaque explication. J'étais le mari compréhensif qui ne posait pas de questions embarrassantes parce que je faisais confiance à ma femme pour me dire la vérité. Drake. Mais tu l'as cru aussi, n'est-ce pas? Tu as cru que tu sauvais une femme malheureuse d'un mariage sans amour. Tu étais le héros de ta propre histoire, sauvant la belle princesse de sa vie ennuyeuse avec le mari ingrat. Le silence de Tristan était une confirmation suffisante. Alors, voici ma question, ai-je dit en me penchant plus près. Maintenant que nous savons tous les deux qu'elle mentait à tout le monde, de quoi penses-tu être tombé amoureux exactement? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée, apparemment incapable de formuler une réponse. Parce qu'il me semble, ai-je continué, que tu es tombé amoureux d'une fiction, d'un personnage qu'elle a créé spécifiquement pour manipuler tes émotions et obtenir ce qu'elle voulait. La vraie Ara, celle qui pouvait mentir à son mari en face tout en envoyant des textos à son petit ami, cette femme-là, tu ne l'as jamais rencontrée. Je me suis levé et j'ai jeté de l'argent sur le bar, assez pour couvrir nos 2 verres. Juste quelque chose à méditer pendant que tu cherches un nouveau travail. J'étais à la porte quand il m'a interpellé. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis retourné pour lui faire face, ce homme au très doux qui avait aidé ma femme à me ridiculiser pendant 4 mois. Je vais m'assurer que toutes les personnes impliquées dans cette situation comprennent le coût réel de leur choix, ai-je dit. En commençant par toi. La peur dans ses yeux valait presque les 4 derniers mois de mensonges. Je suis rentré chez moi dans le trafic de l'après-midi, mon esprit déjà passé à la phase suivante de l'éducation d'Ara. Tristan était fini. Sa carrière était terminée, sa réputation détruite, son fantasme romantique révélé comme la tromperie élaborée qu'il avait toujours été. Ara faisait face à des conséquences professionnelles qui la suivraient pendant des années. Mais je n'avais pas encore fini. La maison était vide quand je suis arrivé, ce qui signifiait qu'Ara était soit encore au travail à gérer les retombées des photos, soit qu'elle était partie quelque part pour réfléchir à ses options qui se réduisaient rapidement. J'ai utilisé ce temps pour me préparer à la conversation que nous aurions inévitablement à son retour. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand j'ai entendu sa voiture dans l'allée. La porte d'entrée s'est ouverte et fermée avec un silence inhabituel, comme si elle espérait se faufiler sans être remarquée. Je suis là, ai-je appelé. Elle est apparue dans l'embrasure de la cuisine, l'air d'avoir vieilli de 5 ans de plus depuis le matin. Son sang-froid professionnel avait complètement disparu, remplacé par l'épuisement aux yeux creux de quelqu'un qui avait passé la journée à regarder son monde s'effondrer. On doit parler, a-t-elle dit. Je m'en doutais. Comment s'est passée ta journée? Elle m'a regardé comme si je lui avais demandé la météo pendant un ouragan. Comment s'est passée ma journée? Vraiment? Je fais juste la conversation. Tu as l'air contrarié. Contrarié? Sa voix s'est élevée jusqu'à presque un cri. Mon patron m'a montré des photos de moi avec Tristan. Des photos que quelqu'un a envoyées anonymement à la moitié de l'entreprise. Tout le monde sait, Drake. Tout le monde est au courant de l'affaire. Ça doit être embarrassant. Embarrassant? Elle criait maintenant à plein poumon. Ils parlent de me muter au bureau de Portland. Ils disent que j'ai violé la politique de l'entreprise sur les relations avec les fournisseurs. Ma carrière est ruinée. Je me suis retourné de la cuisinière pour lui faire face, notant la façon dont ses mains tremblaient de rage, de peur et de quelque chose qui aurait pu être du désespoir. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit calmement. Bien que techniquement, Tristan n'était-il pas un client plutôt qu'un fournisseur? Elle m'a regardé avec une haine non dissimulée. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as envoyé ces photos. Vraiment? Ne joue pas avec moi, Drake. Je sais que c'était toi. J'ai envisagé de nier, de maintenir le prétexte d'une confusion innocente, mais nous avions dépassé le point où les mensonges servaient à quelque chose. Oui, ai-je dit simplement. J'ai envoyé les photos. L'aveu a semblé dégonfler sa colère, la remplaçant par quelque chose qui ressemblait à du désespoir.
Elle s'est effondrée sur l'une des chaises de la cuisine et a mis sa tête dans ses mains. Pourquoi, a-t-elle murmuré. Parce que les actions ont des conséquences. Parce que les choix comptent. Parce que tu as passé 4 mois à me prendre pour un imbécile. Et j'ai décidé qu'il était temps que tout le monde voie qui tu es vraiment. Elle a levé les yeux vers moi, des larmes coulant sur son visage. J'ai fait une erreur. Je l'ai admise. Je me suis excusé. J'ai rompu avec Tristan. Que veux-tu de plus? Je veux que tu comprennes ce que tu as fait. Pas seulement l'affaire, mais les mensonges, la tromperie, la cruauté désinvolte de me rendre complice de ma propre humiliation. Je n'ai jamais voulu. Tu as voulu tout ça, ai-je interrompu. Chaque mensonge était un choix. Chaque fausse urgence, chaque projet fictif, chaque texto affectueux que tu as envoyé pendant que tu étais avec lui, tout cela était délibéré. Je me suis assis en face d'elle, étudiant le visage de la femme avec qui j'avais autrefois pensé passer ma vie. Tu sais quelle est la pire partie, ai-je poursuivi. Ce n'était même pas une question d'amour. Jules m'a parlé du pari, de comment ça a commencé comme un jeu pour voir si tu pouvais séduire le mari d'une autre femme. Tu as transformé notre mariage en divertissement pour tes amis. Le visage d'Ara est devenu blanc. Nous sommes restés silencieux un long moment, le poids de tout ce qui n'avait pas été dit pesant entre nous comme la fumée d'un feu qui avait brûlé trop longtemps et trop fort. Qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-elle finalement demandé. Je l'ai regardée, vraiment regardée, essayant de trouver une trace de la femme dont j'étais tombé amoureux il y a 5 ans. Elle était toujours belle, toujours capable de me serrer la poitrine avec quelque chose qui ressemblait à une perte. Mais elle était aussi une étrangère, quelqu'un qui s'était révélé capable de tromperies que je n'avais jamais imaginées. Maintenant, tu apprends à vivre avec les conséquences de tes choix, ai-je dit, tout comme j'apprends à vivre avec les miens. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, regardant la rue où des couples normaux avaient probablement des conversations normales sur des problèmes normaux. Ça veut dire que demain sera une autre journée très intéressante, ai-je dit sans me retourner. Ça veut dire que nous n'avons toujours pas fini. Derrière moi, je l'ai entendu recommencer à pleurer, le son désespéré et brisé de quelqu'un qui avait enfin réalisé que certaines erreurs ne peuvent pas être réparées avec des excuses et des promesses. Mais j'avais dépassé le point où ces larmes pouvaient m'émouvoir. J'avais trop appris sur qui elle était vraiment pour être influencée par des performances, aussi convaincantes soient-elles. Après tout, elle m'avait appris à ne pas me fier aux apparences. Et c'était une leçon que je n'oublierai jamais. Le lendemain matin a apporté des nouvelles que même moi, je n'avais pas prévues. Le téléphone d'Ara a sonné à 6 heures du matin, nous réveillant tous les deux avec le genre d'urgence qui n'apporte jamais de bonnes nouvelles. Allô, a-t-elle répondu, sa voix pâteuse de sommeil et d'appréhension. J'ai écouté une moitié de conversation qui devenait de plus en plus frénétique, regardant le visage de ma femme passer par la confusion, l'incrédulité et quelque chose qui approchait la panique. Comment ça, arrêtez, a-t-elle dit en se redressant d'un coup. Pourquoi? Quand? Une longue pause pendant qu'elle écoutait son interlocuteur. Non, je ne peux pas. Je dois travailler. Oui, je comprends que c'est sérieux, mais... Une autre pause, plus courte cette fois. D'accord, je serai là dans 1 heure. Elle a raccroché et s'est assise sur le bord du lit, fixant son téléphone comme si c'était un serpent qui venait de la mordre. Tristan, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Il a été arrêté la nuit dernière. Apparemment, quelqu'un a appelé la police parce qu'il harcelait son ex-femme. Elle a obtenu une ordonnance restrictive. J'ai froncé les sourcils. C'était nouveau pour moi. La harceler comment? Je ne sais pas. Des appels en état d'ébriété, se présentant à son appartement. Ara s'est tournée pour me regarder, ses yeux plissés de suspicion. Tu ne saurais rien à ce sujet, par hasard? Pourquoi saurais-je quoi que ce soit sur la relation de Tristan avec son ex-femme? Mais même en le disant, je me souvenais du commentaire de Mick sur l'envoi d'informations à l'avocat de l'ex-femme de Tristan. J'avais supposé que cela signifiait des preuves de l'affaire, quelque chose qui pourrait être pertinent pour leur procédure de divorce. Je n'avais pas envisagé que cela pourrait déclencher quelque chose de plus dramatique. Son avocat veut que je vienne, a poursuivi Ara, pour faire une déclaration sur son état mental, sur le fait qu'il semblait instable ou dangereux. Et semblait-il instable? Elle est restée silencieuse un long moment, pensant probablement à l'homme qu'elle croyait aimer,
et essayant de réconcilier cette image avec quelqu'un qui avait été arrêté pour harcèlement. Non, a-t-elle finalement dit. Mais d'un autre côté, je ne le connaissais pas vraiment, n'est-ce pas? Aucun de nous ne se connaissait aussi bien qu'on le pensait. Il y avait quelque chose dans sa voix, pas tout à fait une accusation, mais assez proche pour me faire me demander à quel point elle avait compris mon rôle dans les événements récents. Tu devrais probablement te préparer, ai-je dit. Si son avocat a besoin d'une déclaration, c'est probablement important. Elle a hoché la tête et s'est dirigée vers la salle de bain, me laissant seul avec mes pensées et le sentiment croissant que la situation m'échappait d'une manière que je n'avais pas anticipée. À la marina, Mick attendait avec du café et un journal plié à la section des faits divers locaux. Tu as vu les nouvelles sur le petit ami de ta femme. J'ai parcouru le bref article sur l'arrestation de Tristan. Les détails étaient rares, accusations de harcèlement, violation d'une ordonnance restrictive, quelque chose sur des appels téléphoniques menaçants passés en état d'ivresse. Le genre d'histoire qui serait oubliée en une semaine à moins que quelque chose de plus dramatique ne se produise. Qu'est-ce que tu as envoyé exactement à son ex-femme, ai-je demandé. Mick avait l'air mal à l'aise. Des photos de lui avec ta femme. La preuve qu'il avait menti sur sa situation amoureuse pendant leur procédure de divorce. Je pensais que ça pourrait l'aider dans son cas. Et apparemment, elle l'a confronté à ce sujet. Il ne l'a pas bien pris. A commencé à l'appeler, à l'accuser de l'espionner, à menacer de contester l'accord de divorce. Mick a haussé les épaules. Le type n'a pas supporté de voir ses mensonges exposés. J'ai regardé le journal, essayant de traiter les implications. J'avais voulu que Tristan fasse face aux conséquences de son rôle dans l'affaire, mais je n'avais pas eu l'intention que ces conséquences incluent des accusations criminelles. Tu penses que c'est de notre faute, a demandé Mick, lisant mon expression. Je pense qu'on a allumé une mèche sans savoir quelle serait la taille de l'explosion. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Ara, du bureau de l'avocat. C'est pire que je ne le pensais. Tristan m'a appelé aussi. Ils veulent en savoir plus sur notre relation. J'ai montré le message à Mick, qui a sifflé doucement. Elle va devoir témoigner. On dirait bien. Ce sera un dossier public. Tout le monde saura pour l'affaire. J'ai hoché la tête, sentant le poids des conséquences imprévues s'abattre sur mes épaules comme une couverture de plomb. J'avais voulu qu'Ara comprenne le coup de sa tromperie, mais je n'avais pas eu l'intention de la traîner dans une affaire criminelle qui ferait de sa vie personnelle une affaire de notoriété publique. Le reste de la matinée s'est écoulé dans un brouillard de travail de routine et d'attente anxieuse. À midi, Ara a appelé. « J'ai besoin que tu viennes me chercher », a-t-elle dit, sa voix plate et sans émotion. « Où es-tu » ? « Au poste de police. » Ils avaient besoin d'une déclaration formelle sur le comportement de Tristan, sur le fait qu'il ait jamais semblé menaçant ou instable. Et maintenant ils veulent te parler aussi. À propos des photos, de la façon dont elles ont été envoyées à son ex-femme. Mon estomac s'est noué. Ils sont au courant des photos ? Tristan leur a dit. Il prétend que quelqu'un le harcèle, essaie de détruire sa vie. Il leur a donné ton nom. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de réfléchir aux implications légales. Envoyer des photos à l'ex-femme de quelqu'un n'était pas illégal, surtout si les photos étaient réelles et prises dans un lieu public. Mais si Tristan prétendait être harcelé, les choses pouvaient rapidement se compliquer. J'arrive tout de suite, ai-je dit. Le poste de police était un bâtiment trapu en briques qui sentait le désinfectant industriel et les rêves brisés. J'ai trouvé Ara dans la salle d'attente, l'air plus petite, comme si le poids des derniers jours l'avait physiquement compressée. L'inspecteur Morrison veut te voir, a-t-elle dit sans lever les yeux. Salle 3. L'inspecteur Morrison était une femme d'une cinquantaine d'années, à l'air fatiguée, qui avait probablement vu assez de drames domestiques pour remplir plusieurs vies. Elle m'a fait signe de m'asseoir en face d'elle dans une pièce sans fenêtre qui ressemblait à un confessionnal. Monsieur Torrent, a-t-elle commencé, je crois comprendre que vous avez récemment découvert que votre femme avait une liaison. C'est exact. Et vous avez envoyé des photographies documentant cette liaison à l'ex-femme de l'autre homme. Je l'ai fait. Elle a pris une note sur le bloc-notes devant elle. Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez jugé nécessaire d'impliquer une tierce personne dans vos problèmes conjugaux ? J'ai réfléchi attentivement à ma réponse. Je pensais qu'elle avait le droit de savoir que son ex-mari avait menti sur sa situation amoureuse pendant leur procédure de divorce. Je vois. Et comment avez-vous obtenu ces photographies ?
Je les ai prises moi-même, dans un restaurant public. Autre note. Monsieur Torrent, êtes-vous conscient que Monsieur Val a déposé une plainte alléguant que vous le harcelez? Je ne harcèle personne. J'ai envoyé des photographies à son ex-femme parce que je pensais qu'elle méritait de connaître la vérité. S'il ne peut pas assumer les conséquences de ses propres actes, ce n'est pas mon problème. L'inspecteur Morrison m'a étudié un long moment, essayant probablement de décider si j'étais un mari inquiet en quête de justice ou un homme vindicatif cherchant à se venger. Monsieur Val a été arrêté la nuit dernière pour violation d'une ordonnance restrictive, a-t-elle finalement dit. Il appelait son ex-femme à plusieurs reprises, la menaçait, l'accusait de conspirer contre lui. Quand nous l'avons arrêté, il était en état d'ébriété et a prétendu que vous faisiez partie d'un complot visant à détruire sa vie. C'est ridicule. Vraiment? Parce que de mon point de vue, il semble que vous ayez délibérément envoyé des informations à son ex-femme en sachant que cela lui causerait des problèmes. Je me suis adossé à ma chaise, essayant de projeter la confiance calme d'un homme n'ayant rien à cacher. Inspecteur, ma femme me mentait depuis des mois sur sa relation avec cet homme. J'ai découvert la vérité et je l'ai partagée avec quelqu'un d'autre à qui on mentait. Si Monsieur Val a choisi de réagir à cette information en harcelant son ex-femme, c'est son choix et sa responsabilité. Elle a pris une autre note, puis a fermé le dossier devant elle. Nous ne vous inculpons de rien pour le moment, Monsieur Torrent, mais je vous conseille de rester à l'écart de Monsieur Val et de son ex-femme. Laissez-les régler leurs propres problèmes. Je n'ai aucune intention de contacter l'un ou l'autre à nouveau. Bien. Vous pouvez y aller. À l'extérieur du poste de police, Ara et moi avons marché en silence jusqu'à mon camion. Le soleil de l'après-midi semblait trop vif après la pénombre fluorescente de la salle d'interrogatoire, et je me suis surpris à plisser les yeux contre une lumière qui semblait trop en éclairer. Alors, a dit Ara pendant que nous rentrions, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui fait quoi? D'avoir obtenu ce que tu voulais. De détruire la vie de Tristan. De m'humilier. De t'assurer que tout le monde sache ce qui s'est passé. J'ai sérieusement réfléchi à la question. Qu'est-ce que ça faisait? Tristan faisait face à des accusations criminelles, sa carrière était terminée et sa vie personnelle était en ruine. La réputation professionnelle d'Ara était endommagée, ses amis savaient qu'elle avait été démasquée et son mariage était effectivement terminé. J'avais obtenu tout ce que je pensais vouloir. Alors pourquoi me sentais-je si vide? Ça ressemble à la justice, ai-je finalement dit, bien que les mots aient un goût de cendre. La justice? Elle a ri, un son sans humour. C'est comme ça que tu appelles ça? Comment l'appellerais-tu? La vengeance. Pure et simple. Nous avons fait le reste du trajet en silence, tous deux perdus dans des pensées trop complexes et douloureuses pour être partagées. Quand nous sommes arrivés dans notre allée, la maison avait l'air comme d'habitude. Pelouse soignée, volets peints, le genre de normalité de banlieue censé représenter le bonheur et le succès. Mais les apparences, avais-je appris, pouvaient être trompeuses. À l'intérieur, Ara est allée directement dans la chambre et a commencé à faire une valise. Je l'ai regardée depuis l'embrasure de la porte pendant qu'elle pliait des vêtements avec une précision mécanique, ses mouvements efficaces et sans émotion. « Tu vas quelque part ?» ai-je demandé. « Chez ma sœur à Portland. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre la suite. » « Et quelle penses-tu être la suite ?» Elle a interrompu ses préparatifs et m'a regardé directement pour la première fois depuis des jours. « Je pense que nous savons tous les deux que ce mariage est terminé, Drake. La question est de savoir si nous pouvons y mettre fin avec une once de dignité, ou si tu vas continuer à me punir jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de nous deux. » Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, étudiant la femme avec qui j'avais autrefois pensé passer ma vie. Elle avait raison, bien sûr. Le mariage était terminé. Il l'avait été dès l'instant où elle avait décidé de construire sa relation avec Tristan sur un fondement de mensonges et de trahison. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin, ai-je dit. Mais elles sont allées aussi loin, et maintenant nous devons tous les deux vivre avec les conséquences. Elle a fini de faire sa valise et l'a fermée avec un geste final. À la porte de la chambre, elle s'est arrêtée et s'est retournée vers moi. Pour ce que ça vaut, a-t-elle dit, je suis désolée. Pas seulement pour l'affaire, mais pour la façon dont je l'ai gérée, pour les mensonges, pour t'avoir fait sentir comme un imbécile. Pour tout. Je sais. Est-ce que tu me pardonnes? Je l'ai regardé, vraiment regardé, essayant de trouver une trace de pardon dans mon cœur, mais tout ce que j'ai trouvé,
c'était de l'épuisement et le genre de tristesse qui vient quand on regarde mourir quelque chose qu'on croyait autrefois éternel. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Peut-être un jour. Mais pas aujourd'hui. Elle a hoché la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. Après son départ, je me suis assis dans notre maison vide, ma maison vide, maintenant, et j'ai essayé de donner un sens à ce que j'avais accompli. J'avais exposé les mensonges, révélé la tromperie, m'étais assuré que toutes les personnes impliquées comprenaient le coût de leur choix. Mais la victoire, j'apprenais, n'avait pas le goût que j'attendais. Dehors, le soleil se couchait sur la marina, peignant le ciel de teintes orange et rouges qui me rappelaient des drapeaux d'avertissement. Demain, je retournerai travailler à la réparation de moteurs et de bateaux, traitant des problèmes qui avaient des solutions claires et des résultats prévisibles. Ce soir, je resterai assis dans ma maison vide et j'essaierai de comprendre comment réparer la seule chose que j'avais brisée et qui ne pouvait être réparée avec des outils, de la patience et un travail honnête, moi-même. Le téléphone a sonné alors que l'obscurité s'installait sur la maison. C'était Madame Gley. « Drake, mon cher, a-t-elle dit. J'ai vu Ara partir avec une valise. Est-ce que tout va bien? J'ai regardé les pièces vides, les espaces où la présence de ma femme avait autrefois fait de cette maison un foyer. Tout va bien, Madame Gley, ai-je dit. Juste quelques changements qui devaient être faits. Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, une tourte, quelqu'un à qui parler. Vous savez où me trouver. Je sais. Merci. Après avoir raccroché, je me suis versé un bourbon et je me suis assis sur le porche arrière, écoutant le son du port au loin. Quelque part là-bas, des bateaux étaient réparés et restaurés, des choses brisées redevenaient entières. Mais certaines choses, une fois brisées, ne peuvent jamais être vraiment réparées. Elles ne peuvent être que remplacées ou entièrement mises au rebut. Et alors que j'étais assis là dans l'obscurité, j'ai réalisé que j'avais passé tellement de temps à me concentrer sur la destruction des mensonges soigneusement construits de ma femme que j'avais oublié de penser à ce que je voulais construire à leur place. Ça, ai-je décidé, ce serait le projet de demain. Ce soir, je resterai simplement assis avec les débris et j'essaierai de déterminer quelle pièce valait la peine d'être sauvée. Après tout, j'étais dans le secteur de la réparation, et il était temps de commencer à travailler sur moi-même. L'histoire se termine ici, avec Drake seul dans sa maison, comprenant enfin que la vengeance est une victoire creuse qui laisse tout le monde meurtri. Il a obtenu ce qu'il pensait vouloir, la justice, les conséquences, la satisfaction d'avoir exposé la vérité. Mais dans le processus, il a appris que certaines victoires coûtent plus cher que des défaites, et que certaines vérités sont trop chères pour valoir la peine d'être dites. Le mariage est terminé. La vie de Tristan est en ruine, et Ara fait face à des conséquences professionnelles et personnelles qui la suivront pendant des années. Toutes les personnes impliquées ont appris de dures leçons sur le prix de la tromperie et le poids des choix. Mais Drake a appris la leçon la plus difficile de toutes, avoir raison ne vous fait pas toujours vous sentir juste, et parfois le coût de la justice est plus élevé que quiconque ne veut le payer. Au loin, les lumières de la marina brillent, stables et fiables, un rappel que certaines choses peuvent être réparées et que certains problèmes ont des solutions. Mais assis seul dans sa maison vide, Drake comprend que les réparations les plus importantes sont souvent celles que l'on doit faire sur soi-même. Et ce travail, il le réalise, ne fait que commencer.